Pour un soignant, pousser la porte de l'hôpital, c'est arriver au travail. Un univers qu'il connaît, qu'il maîtrise. Oui, c'est son quotidien. Exactement. Et pour un patient, c'est tout l'inverse. C'est débarquer en territoire inconnu, parfois même un peu hostile. Aujourd'hui, on s'immerge dans ce fossé culturel, cette distance, en fait, entre la logique d'une institution de soins et l'expérience très intime de la personne qui souffre. Mhm. Notre base, ce sont les réflexions de Gilles Besson, qui a cette particularité d'être ce qu'on appelle un patient formateur. Notre mission, c'est de décortiquer ce décalage et surtout d'explorer les pistes, les solutions très concrètes qu'il propose pour construire des ponts. C'est une excellente feuille de route. La force de ses écrits, je trouve, c'est qu'il ne tombe jamais dans la plainte facile. Non, ce n'est pas du tout ça. Non, c'est une analyse presque anthropologique de l'hôpital. Pas juste un bâtiment, mais une vraie corporation, avec ses codes, son langage, ses rites. Un état dans l'état, comme il dit. C'est ça. Et tout le drame, si on peut dire, il se noue là, dans la collision entre cette culture institutionnelle très forte et la vulnérabilité absolue d'une personne qui perd tous ses repères au moment où elle en a le plus besoin. Alors, commençons par cette idée de forteresse, cette cité des soignants. L'auteur, il décrit des mécanismes de protection qui, sans mauvaise intention, finissent par ériger des murs. Le premier mur, le plus évident peut-être, c'est le jargon médical. Ah oui, Il le décrit comme une langue technique qui permet l'efficacité mais exclut le profane. On a tous vécu ça, ce moment un peu flottant où un médecin explique un truc et on hoche la tête en se disant « Bon, je regarderai sur Google en entrant ». c'est un point absolument crucial. Et c'est un vrai paradoxe, parce que ce jargon, il faut bien le dire au départ, ce n'est pas un outil de pouvoir, c'est un outil de survie. Pour l'équipe, oui. Bien sûr, entre un urgentiste et un chirurgien, utiliser le terme précis, ça fait gagner des secondes qui peuvent sauver une vie. C'est un langage de l'efficacité pure. Le problème, ce n'est pas qu'il existe, c'est son opacité pour le non-initié. Le vrai souci, c'est quand l'outil devient une muraille, quand il n'est pas traduit pour celui qui est au centre de tout, le patient. Au-delà du langage, il y a les rites, les codes. L'auteur cite la blouse blanche, évidemment, mais aussi les transmissions entre équipes, les gardes. Oui, tous ces rituels. Ce sont des rituels qui forgent une identité, qui soudent un groupe face à l'adversité. La blouse, c'est un uniforme qui dit « on est de la même équipe ». C'est fascinant parce que ces éléments sont pas du tout négatifs en soi. Au contraire, ils sont indispensables à la cohésion d'une équipe qui, il faut le rappeler, est confrontée chaque jour à la souffrance, à la mort. L'auteur utilise une expression que je trouve extrêmement juste, le blindage émotionnel. Le blindage émotionnel. C'est une carapace psychologique nécessaire pour tenir sur la durée, pour pas s'effondrer. Mais le revers de la médaille, c'est que ce qui est une protection pour le soignant peut être perçu par le patient comme Une distance glaciale. exactement, un manque d'empathie. La barrière se crée presque involontairement. Elle est un produit dérivé de la nature même du métier. Je me demande si, avec ce blindage, il n'y a pas un risque qu'il devienne une seconde nature, que le soignant ait du mal à l'enlever, quoi. C'est toute la question de l'usure professionnelle, du burn-out. C'est en filigrane dans le texte. Un blindage trop rigide, c'est le risque de l'épuisement compassionnel. Le système se protège et, en se protégeant, il s'isole. Alors, passons de l'autre côté du mur, justement. Le patient. L'auteur dit qu'il se sent nu. Au sens propre et figuré. C'est ça. La fameuse blouse ouverte dans le dos, mais surtout on est dépouillé de son statut, de ses vêtements, de ses repères. Et face à cette grosse machine, ses attentes, elles sont en fait très simples, très humaines. Il y en a 3 qui ressortent. La première, la reconnaissance. Le besoin de ne pas être le lit 12 ou une pathologie, mais Monsieur Dupont, avec une histoire. C'est le besoin fondamental de rester un sujet et pas de devenir un objet de soin. Pensez-y, une directrice d'entreprise qui gère des centaines de personnes se retrouve à être l'ulcère du lit 3B. C'est d'une violence symbolique. C'est vrai. Et cette violence, elle peut être réparée par un geste simple. Utiliser un nom, poser une question personnelle. La deuxième attente, c'est la clarté. Comprendre ce qui arrive, ce qu'on fait à son corps. Ne pas être le passager d'un avion sans savoir où il va. Et la troisième, l'hospitalité. Se sentir accueilli. Et pas juste parqué. Et le plus intéressant, c'est que quand on met ça en perspective avec la science médicale, on voit que répondre à ces attentes, ce n'est pas un luxe,
C'est pas un supplément d'âme. C'est un acte de soin. C'est un acte thérapeutique. Des études montrent que le stress lié à la dépersonnalisation, au fait de ne pas comprendre, ça libère du cortisol. Et le cortisol, on sait que ça ralentit les cicatrisations, que ça affaiblit les défenses immunitaires. Donc préserver l'humanité dans un système technique, ce n'est pas juste gentil, c'est médicalement efficace. Le diagnostic est clair. D'un côté la forteresse, de l'autre le voyageur perdu. La grande question, c'est est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on en reste là? Heureusement, non. C'est toute la deuxième partie de sa réflexion. Il ne décrit pas juste les murs, il propose des leviers très concrets pour jeter des ponts. 5 pour être précise. Et le premier, sans doute le plus radical, il parle d'acculturation mutuelle. Acculturation mutuelle, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée, c'est de renverser la dynamique habituelle. Ce n'est plus seulement au patient de s'adapter au code de l'hôpital, mais c'est aussi à l'hôpital d'apprendre du patient. Et la proposition phare, c'est le concept de patient formateur. D'accord. Il s'agit d'intégrer des patients pour leur expérience vécue dans les cursus de formation des futurs médecins, des infirmières, pour qu'ils entendent dès le début que derrière l'organe malade, il y a une vie. C'est génial comme idée. Mais je vois tout de suite la difficulté. Comment on s'assure que ça ne devienne pas juste symbolique, une caution patient qu'on coche une fois par an? C'est le vrai défi. Ça ne doit pas être un simple témoignage. L'idée, c'est de considérer l'expérience du patient comme une véritable expertise, complémentaire de l'expertise médicale. L'expert du vécu à côté de l'expert de la science. Voilà. Ça implique de co-construire des modules, d'évaluer les étudiants là-dessus. C'est un changement culturel profond. D'accord, l'acculturation, c'est le projet de fond. Mais pour le patient qui est là, aujourd'hui, au pied du lit, on fait quoi? J'imagine que ça nous amène à la communication. Exactement. Le deuxième levier, c'est la traduction systématique. Le postulat est simple, le temps passé à expliquer n'est pas du temps perdu. C'est un acte de soin. Et pour que ça marche, l'auteur s'appuie sur une méthode, le teach back. Le teach back. Oui, le principe est simple mais puissant. L'explication n'est terminée que lorsque le patient est capable de la reformuler avec ses propres mots. Ah, c'est un renversement complet de la charge de la preuve en quelque sorte. Précisément, la responsabilité de la compréhension passe du patient au soignant. On passe de « je vous ai dit ce que vous aviez » à une boucle de validation « est-ce qu'on a bien compris la même chose ?» C'est un outil formidable pour construire l'alliance thérapeutique. Totalement. Mais alors, pourquoi ce n'est pas une pratique standard? J'entends déjà l'objection, on n'a pas le temps. C'est juste le temps ou c'est plus profond? Les deux, sans doute, le manque de temps est réel, on ne peut pas le nier. Mais derrière, il y a aussi une culture très descendante du savoir médical. Adopter le teach back, c'est accepter de se rendre compte que son explication n'était peut-être pas claire. C'est une forme d'humilité. C'est ça. On a parlé de la culture, du langage. Mais un hôpital, c'est aussi un lieu physique. Les murs eux-mêmes peuvent être agressifs. C'est le levier suivant, j'imagine. Oui. Le troisième levier, c'est l'environnement. L'ambiance nausélène ou le design de soins. L'idée, c'est de considérer l'espace comme une composante active du soin. Pas juste un contenant. Non. Repenser la signalétique, souvent anxiogène, l'éclairage qui peut être violent, le bruit qui est une source de stress énorme. L'article dit même que l'esthétique du lieu a un impact direct sur le niveau de cortisol. Un couloir moche et bruyant n'est pas neutre, il est pathogène. Absolument. Un lieu moins agressif, plus habitable, ça envoie un message non verbal très puissant au patient. Ça lui dit « on prend en compte votre vulnérabilité globale, pas seulement votre foi ». C'est une forme de soin silencieuse. Je vois bien comment faire ça quand on construit une nouvelle maternité, mais dans un service d'urgence qui date des années 70, c'est réaliste? C'est une excellente question. Il ne s'agit pas forcément de tout reconstruire. Ça peut être simple, remplacer des néons blancs par un éclairage plus chaud, mettre des chuchotards pour faire baisser le son, créer un point avec de fauteuils confortables. Des petites choses. Parfois un simple tableau, une plante. L'idée, c'est d'amorcer une prise de conscience, chaque détail de l'environnement compte. Donc, on a la formation, le langage, l'environnement, mais au cœur de tout ça, il reste l'interaction humaine. Le face-à-face, souvent si court, c'est le quatrième levier. Et il est fondamental. L'auteur parle de la sacralisation des moments de vraie rencontre. Le constat est lucide. Les soignants n'auront jamais plus de temps.
D'accord, donc l'idée n'est pas de rallonger. Non, mais d'en densifier la qualité. Une présence de 2 minutes, mais une présence totale, sans être interrompue, en s'asseyant au bord du lit plutôt que de rester debout sur le pas de la porte. Ça peut tout changer pour le patient. C'est contre-intuitif, mais très puissant. On demande toujours plus de temps, mais lui dit non. La question, c'est comment on utilise les 2 minutes qu'on a. Passer de la médecine de l'acte à la médecine du lien. Le mot sacralisation est essentiel. Ça veut dire qu'on protège ce temps court. C'est comme un accord dans l'équipe. Pendant ces 90 secondes, on ne le dérange pas, il fait un soin aussi important qu'une prise de sang. C'est reconnaître que la qualité de la présence, ça a une valeur thérapeutique. Et ça m'amène au dernier levier. On parlait des rites qui créent des murs. Et si la solution était simplement de les ouvrir? C'est exactement ça. Le 5e levier, c'est l'ouverture des rites. Plutôt que de les supprimer, on les rend plus inclusifs. L'exemple le plus parlant, ce sont les transmissions au pied du lit. Traditionnellement, l'équipe de jour passe le relais à celle de nuit en parlant du patient, qui est là. Et qui écoute, traité comme un objet? Voilà, l'idée c'est de l'inclure, lui et son proche aidant, dans cette conversation, de s'adresser à lui, de lui demander son avis. On passe d'un discours sur le patient à un dialogue avec lui. Et ça change tout. L'auteur dit que ça transforme le patient d'objet de soins en partenaire de soins. Le rite qui était une barrière devient un outil de collaboration. Pour conclure, Gilles Besson résume son expérience avec une métaphore d'une force incroyable. Il dit « Quand j'entre à l'hôpital, je perds mes titres, mes vêtements, mon emploi du temps. Je deviens un étranger dans une cité médiévale fortifiée. Elle est saisissante, cette image, la perte d'identité, la barrière culturelle. Tout y est. Et il enchaîne avec la phrase qui pour moi est la clé de voûte de toute sa pensée. Il dit que le soignant qui aide vraiment, ce n'est pas forcément celui qui a le savoir technique, mais c'est celui qui donne les codes pour comprendre ce qui arrive. L'aide la plus précieuse n'est pas seulement technique, elle est culturelle. Un guide dans ce pays étranger. Alors si on devait distiller l'idée la plus profonde de tout ça, ce serait quoi? L'idée fondamentale qui sous-tend tous les leviers, c'est la reconnaissance qu'il y a en permanence 2 experts dans la chambre. 2 experts. Oui, il y a le soignant, expert de la maladie, de la biologie. Son savoir est indispensable. Mais il y a un autre expert autant, le patient. Il est l'expert de sa propre vie, de son corps, de ce qu'il ressent. Et le vrai soin, le pont entre les 2 mondes, il naît au moment où l'institution a l'humilité de reconnaître cette double expertise et de la faire collaborer. Ce n'est pas une nouvelle procédure, c'est une nouvelle posture. Finalement, ce que cette analyse nous montre, c'est que l'humanisation des soins, un concept parfois un peu flou, ça ne passe pas forcément par des réformes colossales. Ça passe avant tout par des changements culturels, par une somme de petits actes qui replacent le lien et la compréhension au centre de tout. C'est une révolution du regard, bien plus qu'une révolution des moyens. Et pour laisser une dernière pensée, on peut noter que toute cette réflexion se concentre sur les ponts à l'intérieur de l'hôpital. Mhm. La question qui se pose, c'est comment ce modèle de partenariat, cette alliance entre l'expert de la maladie et l'expert de sa vie, pourrait se prolonger au-delà des portes, dans le suivi, le retour à domicile. C'est peut-être là que se trouve le prochain pont, le plus important à construire.